Merci de nous regarder et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Aujourd'hui, nous allons à la destination un peu plus lointaine de la ville de Lubumbashi pour découvrir l'écorégion des Miombo ainsi que les mécanismes de protection de cette forêt avec Séraphin Irengue. Bienvenue et nous sommes très heureux de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Marquis Sakenda. Vous êtes doctorant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi et membre de l'Observatoire de la forêt claire du Congo. D'abord, quand on parle de l'écorégion des Miombo, on s'est dit qu'on a une forêt en part entière en République démocratique du Congo où toute la République n'a qu'une forêt et Miombo, c'est une partie en fait, c'est une région tout simplement dans l'ensemble de ce qu'on appelle forêt en République démocratique du Congo. Oui, merci pour la question. Merci. Quand on parle de l'écorégion du Miombo, c'est-à-dire on essaie de différencier avec la forêt dense sèche, c'est au niveau de la précipitation ainsi que la température qu'on essaie de différencier des écosystèmes. Quand on est vers les sites de la RDC, nous avons la forêt claire de Miombo qui fait partie de l'écorégion Miombo qui se situe dans 11 pays d'Afrique, effectivement. Entre autres, nous avons la Tanzanie, le Burundi, la Mozambique, ou le Mozambique plutôt, et il y a aussi l'Angola, l'Afrique du Sud et d'autres, et bien d'autres. Alors, cette forêt est caractérisée par une cime jointive avec une hauteur pouvant atteindre plus ou moins 20 mètres. Les arbres, bien sûr. Et puis, la particularité est que les rayons solaires arrivent jusqu'au niveau du sol. C'est pourquoi nous pouvons voir assez de graminées qui poussent à l'intérieur de la forêt. C'est parce que ce sont des espèces héliophiles et qui sont nourries par les rayons qui transpercent la canopée et arrivent jusqu'au sol, et c'est ce qui fait en sorte que ça pousse. Donc si je comprends bien, c'est une forêt à part entière. Effectivement, ça a ses propres caractéristiques, et ces caractéristiques sont différenciées des caractéristiques de la forêt du bassin du Congo que l'on appelle la forêt dense ombrophile. Et la forêt équatoriale? Effectivement, la forêt dense ombrophile, c'est ça, la forêt équatoriale. C'est-à-dire, là, nous avons une particularité de la pluviométrie qui plaît là-bas abondamment, et c'est sur l'ensemble de l'année. Tandis que dans la forêt claire ou l'écorégion Miombo, nous avons presque 7 mois de pluviométrie et puis 5 à 4 mois de saison sèche. Donc si on comprend bien, on a 2 forêts, c'est comme ça, en République du Congo, ou on peut aller au-delà selon les régions? Bon, nous pouvons dire qu'on a des types de forêts, effectivement, mais la RDC n'a pas que des écorégions. Si on est au niveau de la RDC, il y en a autant, mais le plus caractéristique, c'est la forêt équatoriale, c'est-à-dire la forêt dense ombrophile, et la forêt claire du Miombo. Et dans la forêt claire, c'est là qu'on retrouve le Miombo. C'est dans la forêt claire du Miombo, ou bien dans la forêt claire du Miombo, c'est là où, dans l'écorégion du Miombo, c'est là où on trouve la forêt claire. Effectivement, parce que dans ça, il y a des variantes. Et dans les variantes en question, nous pouvons parler de la forêt dense sèche, que l'on appelle le moulou. Nous avons la forêt galerie, ou le mouchitou. Nous avons la flore particulière des termitières. Et nous avons aussi le dilungu, ce que l'on peut appeler des savanes stépiques. Alors, je me limitais à ce que cette forêt, cette écorégion ne soit que dans le Haut-Katanga. Je suis surpris d'apprendre que c'est étendu sur plus ou moins 11 pays en Afrique. Avec quelle place aujourd'hui sur, par exemple, l'écosystème dans son ensemble? Alors, au niveau mondial et
au niveau national, la forêt claire a une importance capitale. Entre autres, ça séquestre du carbone, ça c'est un, c'est-à-dire ça peut également nous aider à pouvoir lutter contre les changements climatiques, partant de sa composition. Également, ça protège le sol. Et d'ailleurs, nous pouvons beaucoup plus accentuer en disant que ça supporte les communautés locales, mais également les citadins, c'est-à-dire les communautés urbaines. Parce que ça nous fournit tout ce qu'il y a comme produits forestiers non lignés. Et quand on parle de produits forestiers non lignés, nous voyons le matungolu pori que nous consommons habituellement. Et nous voyons les fungos qui sont le fruit de l'arbre qu'on appelle scientifiquement Anisophilaea bohemi ou Anisophilaea pomifera, communément appelé toujours dans la langue Bemba fungo. Nous avons également les masuku que nous appelons scientifiquement Wapaka kirkiana, que les gens appellent toujours masuku en Bemba ici chez nous. C'est-à-dire ça nous aide tellement que c'est un support de vie. C'est un cadre de vie parce qu'au niveau des services écosystémiques, ça nous en donne tellement que nous devons faire un effort afin de protéger cet écosystème qui est le nôtre. Parfait. Étendu sur 11 pays, vous veniez de le dire, et au niveau de la République démocratique du Congo, c'est une richesse pour la province du Haut-Katanga en particulier. On est à plus de 3000 km, 300 km de Lubumbashi, c'est ça? Et sur quelle étendue exacte l'écorégion de Myombo? Alors, l'écorégion de Myombo, ici en RDC, peut arriver jusqu'à 28 000 hectares. De 28 millions d'hectares, plutôt, pour être exact. C'est 28 millions d'hectares. Et au niveau de la RDC, ça ne se trouve pas seulement que dans le Haut-Katanga. L'écorégion Myombo, ou bien la forêt claire Myombo, se trouve dans le Haut-Katanga, dans les Tanganyika, dans le Haut-Lomami, ainsi que dans le Lualaba. Mais il y a aussi un autre type de forêt qui est appelé toujours forêt claire, qui se trouve du côté de Kwilu ou Kwango. Oui, et c'est toujours la forêt claire. Alors, quant à ce qui concerne les superficies exactes, nous sommes en train d'y travailler au niveau de l'observatoire, afin d'arriver à donner les superficies exactes de chaque variante du Myombo, mais également du Myombo dans sa totalité. Vous venez là de nous présenter les caractéristiques de l'écorégion des Myombo ainsi que son importance, mais pourtant, face à ces caractéristiques et à ces importances, les récentes études que vous avez menées avec les articles que vous avez publiés, nous l'avons parcouru, ça nous renseigne comment et combien depuis plusieurs décennies, maintenant l'écorégion des Myombo subit justement une modification par rapport à sa composition. C'est pourquoi? Effectivement, à travers l'écologie du paysage qui s'intéresse beaucoup plus sur l'interaction des éléments écologiques à l'échelle du paysage, nous avons pu arriver à montrer, à démontrer l'importance des mécanismes de protection. Permettez que je fasse d'abord quelques rappels quant à ce qui concerne le mécanisme de protection. Il en existe tellement autant et au nombre de 5. On va y revenir, mais rentrons d'abord sur ce qui ont causé, les choses qui ont causé la modification justement de l'écorégion. D'accord, la modification de l'écorégion, en fait, se modifie partant de presque 4 à 5 facteurs. Premièrement, il y a l'urbanisation qui n'est pas contrôlée. Et deuxièmement, les gens construisent tout autour de la forêt. Effectivement, les gens construisent sans toutefois tenir compte de la
conservation de cet écosystème qui est autant important. Oui. Également, il y a l'aspect explosion démographique, c'est-à-dire il y a la démographie qui est galopante et il n'y a aucun... où il n'y a pas de règles au fait de jeu, des règles qui permettent de bien gérer ces mouvements, afin de pouvoir, peut-être d'une manière ou d'une autre, arriver à s'y porter ou arriver à orienter ces mouvements ou bien dans le besoin de conserver la forêt, mais il s'y donne sans toutefois qu'il y ait des règles qui délimitent au fait les limites de tout un chacun, afin qu'il n'y ait pas perte de la biodiversité. Mais au-delà de tout ça, il y a plus les besoins en charbon de bois. Surtout ça. C'est-à-dire la production de charbon de bois tellement que c'est devenu une activité pour plusieurs, pourtant informelle, c'est-à-dire l'État ne gagne pas grand-chose dans ça, hein, dans le sens de voir la taxation et tout ce qui va avec. C'est-à-dire l'État ne maximise pas les recettes dans tout ça, et pourtant c'est une activité qui détruit en masse la forêt ou l'écorégion Miombo dans le Haut-Katanga. Et avec tout ça, à votre niveau, en tant que chercheur, en tant que scientifique, vous examinez aujourd'hui et vous mettez même en pratique certains mécanismes de la protection au vu de l'importance de l'écorégion des Miombo. Effectivement, nous voulons arriver à montrer aux gens l'importance de cette écorégion et pourquoi il faut la préserver. C'est pourquoi nous avons essayé de travailler là-dessus et premièrement arriver à quantifier les pertes liées à la déforestation, mais malheureusement ça ne s'est pas encore passé sur l'ensemble de l'écorégion Miombo, mais sur des parties isolées, entre autres par exemple dans le foresterie communautaire, mais également dans la ville de Lubumbashi, à travers les travaux de nos professeurs qui sont avec nous. Et aussi... C'est déjà quoi le résultat? Effectivement, les résultats montrent que la demande croissante en charbon de bois, mais également l'urbanisation non contrôlée est à la base de la perte en superficie de l'écorégion Miombo ou de la forêt claire. Oui. Et quels sont aujourd'hui maintenant les mécanismes justement pour arriver à protéger l'écorégion des Miombo? Voilà. Quand on parle de mécanismes, il y a diverses actions, ou bien ça s'est situé à différents niveaux. Premièrement, il y a les mécanismes juridiques, c'est-à-dire les textes, les lois qui doivent être mises en place afin de pouvoir protéger la forêt dans son ensemble, effectivement. Cela étant dit, c'est-à-dire si on parle de loi, c'est-à-dire on voit également de mesures coercitives qui doivent au moins accompagner cette loi-là. C'est-à-dire, à partir de loi, on peut mettre des pénalités, par exemple des infractions constatées et tout ça, qui peut faire en sorte que les gens puissent abandonner les activités illicites dans la forêt. Mais à ce niveau-là, vous pleurnichez un peu, vous lamentez, les agronomes et les spécialistes de l'écorégion des Miombo. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement juridique à ce sens? Effectivement, il y en a. Effectivement, il y en a. À la veille de la convention, ou bien de la conférence de Rio de 1992, la RDC s'est donné ce challenge de pouvoir mettre en place les mécanismes juridiques qui devaient au moins réguler ces secteurs, et ils ont pu mettre en place en 2002 le code forestier. À son article 22, ils ont essayé de parler sur les mécanismes de protection dans lesquels ils ont glissé la foresterie communautaire, qui avait été aussi soutenu par les décrets-lois numéro 14/018 du 2 août
2014 c'est une loi relative à l'octroi des concessions forestières des communautés locales que nous appelons aujourd'hui CFCL. Sur le terrain. Oui. Alors, pratiquement... Sur le terrain. Pratiquement sur le terrain, effectivement, il existe déjà les foresteries communautaires. Ça existe. Au moins, dans le Haut-Katanga, actuellement, nous pouvons parler de 20 signatures de concessions forestières qui sont là avec tous les papiers qui les accompagnent et qui font... donc, ce papier-là fait leur force, hein, et ça fait en sorte qu'il peut... aujourd'hui, ces communautés-là, j'ose croire que, à preuve du contraire, il faut que l'État puisse encore les ravir ces décrets ou bien ces signatures, afin que les gens puissent arriver à spolier les superficies. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, concrètement, ces 20 communautés sont mises, en tout cas, ils sont en sécurité. Et personne en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, là je parle sous réserve, personne ne peut les ravir, leur superficie octroyée par le décret loi numéro 14/018. Au-delà de mécanismes juridiques, au niveau de votre science, de votre domaine, vous parlez des mécanismes et des mises en jachère sur différents niveaux de protection. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, ou c'est ce que vous faites concrètement. Effectivement, j'aimerais, avant que j'y arrive, je place d'abord le fait que, outre le mécanisme juridique, il y a le mécanisme politique, il y a le mécanisme scientifique, économique, mais également communautaire. Alors, nous sommes scientifiques et donc nous nous intéressons beaucoup plus sur le mécanisme scientifique. C'est-à-dire, nous devons arriver à montrer la superficie perdue due à telle ou telle action, c'est-à-dire tel ou tel facteur. Nous devons arriver à montrer l'importance ou l'impact des mécanismes qui avaient été mis en place par tel ou tel individu ou au niveau provincial. Alors, ainsi, nous avons montré l'impact de ces mécanismes-là sur le potentiel de régénération. Alors, nous avons compris que là où il y a une protection avec clôture, et là où il y a une protection sans clôture, mais également là où il y a une protection avec la foresterie communautaire, le potentiel de génération était différent. Et les résultats ont montré que la protection avec clôture était beaucoup plus efficace parce que ça augmentait le potentiel de régénération. C'est-à-dire ça augmentait la capacité de cette forêt à se régénérer, à s'auto-régénérer. Et la foresterie communautaire, dans ce sens, joue toujours un rôle important parce que ça permet à ce qu'il y ait des zones conservées et ça montre aussi que la foresterie communautaire a un rôle à jouer dans la restauration du Miombo ou de l'écorégion Miombo. Parce que la question justement allait être celle de savoir pour quel effet justement tous ces mécanismes de protection. Nous en avons justement la réponse. Donc il faut protéger par clôture l'écorégion des Miombo, mais aussi avec le mécanisme communautaire. Effectivement, il faut protéger avec clôture, mais là, ça sera beaucoup plus coûteux. Ouais, voilà pourquoi, effectivement, imaginez tout 28 millions d'hectares, et clôturer tout ça, c'est tellement très cher. C'est tellement cher et peut-être nous ne pouvons pas nous permettre cela maintenant. Et c'est pourquoi, à la place, nous allons vers la foresterie communautaire. Et c'est pourquoi la foresterie communautaire reste un instrument important. Alors, nous avons encore analysé, il y a un autre article dans ce sens qui a analysé l'impact de la foresterie communautaire, bien sûr, sur la dynamique forestière
ou la dynamique forestière à travers les foresteries communautaires. Et nous avons trouvé que quand il y a la foresterie communautaire, il y a la réforestation. C'est-à-dire ça apporte la réforestation, et cette réforestation-là, c'est pour faire en sorte qu'il y ait que la forêt puisse encore se régénérer et afin d'atteindre son état climatique. Wow. Ouais. En tout cas, alors pour ceux qui sont à Lubumbashi, parce que là vous nous avez fait un voyage sur l'écorégion de Miombo, vous avez démontré l'importance de cette forêt. C'est à combien de kilomètres d'ici, par exemple, que ça commence? La forêt claire de Miombo, oui. D'ailleurs, la ville de Lubumbashi, c'est dans la forêt claire de Miombo, et ça continue toujours à grandir, la ville continue à grandir, et c'est ce qui fait en sorte que dans le milieu périurbain, on trouve que l'influence ou les besoins croissants en demande de charbon de bois dans la ville de Lubumbashi est plus à la base de la déforestation dans les milieux périurbains ou dans les villages environnant la ville de Lubumbashi. C'est-à-dire c'est parmi même le moteur de déforestation dans le milieu périurbain et dans les alentours de la ville. C'est ces besoins-là qui font en sorte que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la forêt claire continue à se dégrader et à se déforester du jour le jour. Au grand risque de générations futures, bien sûr. Effectivement, oui, puisque c'est la génération future qui est en péril, vu que nous, peut-être aujourd'hui, nous jouissons de tout ce que la forêt claire nous offre actuellement, ou peut nous offrir, mais là où nous allons, il y a possibilité que cela ne puisse plus être possible. Par exemple, dans les temps, tous nous savions que tel mois, c'est le masuku que nous allons manger, tel mois, c'est l'infungo, tel autre mois, ça sera peut-être le matungulupori, mais actuellement, ça s'amenuise de plus en plus. En tout cas, il y a une diminution de la fréquence ou bien de la quantité sur le marché, et même la période de vente devient courte au fur et à mesure. Et ce sont les conséquences liées à la déforestation et à la dégradation. C'est-à-dire nous devons tenir compte de tout cela et faire en sorte que nos générations futures, nos enfants, mes enfants à moi, vos enfants à vous, puissent encore une fois bénéficier de cela et gagner plus ou protéger leur vie, parce que c'est un cadre de vie. J'insiste que le Miombo est un cadre de vie et nous devons tout faire pour le protéger. Alors, question de vous soutenir justement dans tous les mécanismes que vous mettez en place en tant que scientifique, mais aussi les mécanismes juridiques qui sont déjà là, qui doivent véritablement être encore plus mis en application, et les mécanismes, vous aviez dit, politiques, économiques et même sociaux qui devraient justement accompagner. C'est presque la fin de cette émission. Nous sommes très heureux de ces moments d'échange que nous avons partagés avec vous, un moment d'échange scientifique, Monsieur Séraphin Irengue. Alors, si je dois conclure, comprenons que le Miombo, je parle avec émotion, le Miombo, pour nous, c'est comme un bébé que nous devons faire grandir, que nous devons apprendre à manger, que nous devons apprendre à étudier, que nous devons amener à l'école pour tout avoir, en fait, pour qu'il puisse grandir et devenir un adulte capable de se supporter. C'est ce dont nous sommes en train de faire. L'Observatoire met tout en marche afin d'étudier chaque méandre ou bien chaque détail afin d'arriver à montrer l'importance de cet écosystème sur nos vies à nous. Alors, imaginez si le cadre de vie est perturbé, forcément, nous tous, nos vies n'ont plus de sens. Si les gens, c'est-à-dire la population de Lubumbashi, la population ou les communautés locales autour, ou qui vivent
de l'écorégion Myombo doivent comprendre que c'est un cadre de vie, c'est un moyen de production, mais également c'est un moyen qui peut nous permettre à pouvoir combattre les changements climatiques que nous sommes en train de décrier du jour le jour, parce que c'est l'effet que nous détruisons ce cadre de vie qui fait en sorte que nous subissons les actions retour que ça nous renvoie. Parce que là où l'arbre devait jouer un rôle important, enfin, de faire en sorte que peut-être de nous offrir de l'ombrage, par exemple, quand on coupe ça, quand on coupe cet arbre, forcément, il n'y a plus rien. Et si nous y allons, les rayons nous tombent déjà sur la tête et directement nous commençons à nous plaindre. Oh, non, c'est peut-être à cause. Non, c'est à cause de nos actions. C'est-à-dire, comprenons que si le Myombo est en train de nous montrer actuellement des choses qu'on ne voyait pas dans le temps, par exemple la rareté de pluie, des chaleurs tellement inexplicables, tout ça c'est dit à nos actions. Rendons-nous responsables de faire en sorte que ce cadre de vie puisse être encore beaucoup plus meilleur, afin que demain ou après-demain, nous puissions être fiers de ce que nous avons donné comme effort et pourquoi pas les léguer à nos enfants. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi et membre de l'Observatoire de la forêt claire du Congo. Chers téléspectateurs, retrouvez votre émission sur YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.